Madame, Monsieur, merci d'être avec nous ce matin une fois encore. C'est la revue des grandes lunes qui démarre à l'instant avec d'abord la revue de la presse, l'essentiel des titres parus ce matin en kiosque ce mardi. La nouvelle expression part de la Chambre des comptes, le rapport de la discorde titre le journal. Pourquoi le rapport tant attendu de la Chambre des comptes sur les fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus n'a plus été présenté à l'Assemblée nationale? La réponse est venue d'un haut cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il s'agit de Pascal Chalma Messanga Nyamding, dont les déclarations sur droit de réponse dimanche dernier sont reprises ce matin par le quotidien La Nouvelle Expression. Biaïste convaincu, il a expliqué que ce rapport était de nature à faire exploser le gouvernement de la République et donc a fait voler en éclair le régime de son mentor Paul Biya. Et lui, Messanga Nyamding, de conclure que le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur le scandale de la gestion des 180 milliards dédiés à la lutte contre le coronavirus ne sera jamais publié sur le régime Biya. Une position qui vient donc conforter certains classiques du régime. Le rapport de la Chambre des comptes qui aurait dû être présenté vendredi en séance plénière devant la représentation nationale. Ce point à l'ordre du jour a été simplement rapporté par le Parlement. Vous retrouverez cet article de la Nouvelle Expression en page 3 ce matin. Tout comme la Nouvelle Expression évoque ce matin les terres d'Njonjo, la position des chefs Sawa. Les chefs des villages Sawa du Vouri ont versé de l'eau sur le feu qui brûle entre les natifs du canton Bel pour 1500 hectares de terrain. La synthèse du communiqué rendu public par l'association des chefs Sawa du Vouri est à lire en page 5 de la Nouvelle Expression de ce mardi matin. Nord-Ouest, les handicapés abandonnés. Les personnes vivant avec un handicap s'inquiètent d'un accès difficile à l'aide humanitaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Vous lirez cet article en page 4 du quotidien La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui parle également du TCS et l'oral de Mebengor, l'ex-ministre de la Défense, a nié en bloc toute l'accusation abyssale qui pèse contre lui. L'article est à retrouver en page 5 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. En kiosque également, le quotidien privé Mutation qui parle de l'eau et de l'électricité, douche parlementaire. Acculé par les députés sur l'insuffisance de l'offre dans ces secteurs, le ministre de l'eau et de l'énergie suggère la restructuration de Camwater et explique que le Cameroun aura besoin d'investissements supplémentaires à hauteur de 6 000 milliards de francs CFA pour résorber le déficit énergétique. C'est à lire en page 7 du quotidien Mutation. En pied d'une de Mutation, Université d'État, le Premier ministre suspend les recrutements. Vous retrouvez cet article en page 11 du quotidien Mutation. La rencontre entre les parlementaires à l'Assemblée nationale, le ministre de l'eau et de l'énergie est aussi en une de émergence ce matin. Déficit en électricité et en eau. Elundo et Somba face au greffe des députés. Pendant 6 heures de temps, une trentaine de députés a échangé hier à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'eau et de l'énergie sur ce sujet. Les élus de la nation ont affiché leurs préoccupations face à un ministre qui a tenté de rassurer. Adli en page 5 du quotidien Émergence qui est en kiosque ce matin. À la une du quotidien bleu, le quotidien Le Jour, port autonome de Douala, les bons comptes de la régie du terminal à conteneurs. Le quotidien fait le point de la rétrocession au Cameroun de la gestion de ce terminal à conteneurs qui a été géré jusque-là par le groupe Bolloré. Les comptes sont bons, indique le quotidien Le Jour qui est en kiosque ce matin. En pied de une de Le Jour ce matin, à Fengarbou. L'audition des témoins se poursuit le 15 juillet. Le représentant du ministère de la Défense sera à la barre lors de la prochaine audience au tribunal. L'audience se tient au tribunal militaire de Yaoundé. À la une ce matin du quotidien L'économie quotidien, 2021-2023, 165 milliards de francs CFA pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ce financement a été mobilisé auprès du Fonds mondial par le Cameroun et l'ONU-SIDA. Vous lirez cet article en page 3 du quotidien qui revient sur la modalité d'usage de ces financements obtenus
auprès du Fonds mondial de lutte contre le palu, le sida et la tuberculose. À la une ce matin de Cameroun Tribune, vaccination contre le Covid-19, pourquoi il ne faut pas hésiter. Environ 100 000 personnes seulement ont déjà reçu au moins une dose de vaccin au Cameroun, un chiffre très faible qui appelle une prise de conscience individuelle, mais aussi une communication plus forte et plus efficace des pouvoirs publics et des partenaires face aux ravages de la propagande anti-vaccin. Objectif, faire comprendre à la population que le vaccin anti-Covid est avant tout une belle opportunité dans la riposte, c'est-à-dire dans les pages focus du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, page 19 à 21 ce matin. CEP et First School Living Certificate, top départ aujourd'hui, plus de 500 000 candidats démarrent l'examen par les épreuves de dictée question, de production écrite, de mathématiques et de TIC ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Les articles sont à lire en page 14 et 15 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Voilà pour l'essentiel de la presse parue ce mardi. Retour en plateau avec nos invités du mardi. D'abord Camille Nélé, bienvenue, bonjour. Donald Roskangan, bonjour. Bonjour Casimir Desiré-Tagné, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous comme tous les mardis. Camille, votre vis-à-vis, c'est bien Casimir Desiré-Tagné. Casimir, bienvenue. Bonjour Donald, bonjour Camille. Je voudrais souhaiter la bonne chance à tous ces élèves, tous ces petits-enfants qui affrontent leur premier diplôme de la vie ce matin, à savoir le First School Living Certificate pour les anglophones et le CEP pour le certificat d'études primaires pour les francophones. Mais je me pose une question. On nous a dit qu'il y a environ 231 000 centres d'examen, mais on ne nous dit pas qu'il y a un centre qui est pratiquement en situation de détresse. Il s'agit du centre de Bouddha, on appelle l'école publique du quartier Nilon, l'école publique groupe 1, qui devait accueillir plus de 200 élèves, mais qui, 48 heures avant, a été dévasté par une tempête et pratiquement toutes les toitures sont parties, les blocs administratifs et autres. On ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on fait de ces enfants. Espérons qu'on a pu les caser dans d'autres centres parce qu'il n'y avait pratiquement plus du temps pour le faire. Merci d'être là, cher monsieur, pour décrypter avec nous les principaux titres de la presse ce matin. D'abord, la une de la Nouvelle Expression, Chambre des comptes, le rapport de la discorde indique ce matin le journal pourquoi le rapport étant attendu de la Chambre des comptes sur les fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus n'a plus été présenté à l'Assemblée nationale. La réponse venue d'un haut cadre du RDPC, indique le journal. Alors, Casimir, est-ce que vous avez compris le report de la présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale? Le quotidien La Nouvelle Expression reprend ce matin la déclaration de Pascal Chalman-Messanga-Nyamding qui a indiqué sur droit de réponse dimanche que la présentation de ce rapport en séance plénière à l'Assemblée nationale aurait pu ébranler la presque totalité du gouvernement. Et donc, il a fallu, on va dire, ménager les ministres. Je voudrais tout simplement revenir sur une chanson à succès que vous avez connue. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Ce rapport des comptes, rappelez-vous la semaine dernière sur ce plateau, j'avais indiqué qu'il n'est pas évident parce qu'on disait que c'était en fin de semaine qu'on devait avoir ce rapport. J'avais indiqué que ce n'est pas évident, connaissant les habitudes du Cameroun, connaissant les habitudes de la présidence et l'opacité qui entoure les grands dossiers. Et Charlemagne Messanga-Nyamding ne dit pas le contraire. Charlemagne Messanga-Nyamding dit tout simplement que si ce rapport avait été présenté publiquement, il éclabousserait. Mais je ne pense pas que ce rapport sera plus éclaboussant que l'opération Épervier. Je crois qu'il ne faut pas souvent casser le thermomètre lorsqu'on a la température, lorsqu'on a le paludisme. Parce que quand bien même vous aurez cassé le thermomètre, cela ne vous empêchera pas d'avoir le paludisme. Donc, qu'on cache ce rapport ou qu'on ne le cache pas, la vérité finira par sortir. Et quel que soit le cas, le chef de l'État sera obligé
de poser des actes. Ce sera peut-être un remaniement ministériel, ce sera la mise en prison de certains membres, et là on saura qu'est-ce qui s'est passé. Ce rapport a suscité deux grandes réactions. La première réaction est celle du député Nietzsche, Jean-Michel. Comme on le sait, qu'on sait que depuis un temps, il en a fait son fonds de commerce, et peut-être à raison. Mais la plus grande réaction est celle de Maurice Kamto, qui demande trois choses. Établir la lumière. Non, faire la lumière autour de ce Covid-gate, établir les responsabilités et sanctionner. Mais je me rends compte que Maurice Kamto, quelles que soient les bonnes intentions qu'il aurait, quelles que soient les bonnes démonstrations qu'il a, sa position reste une position de rue. Parce qu'il ne peut pas être en position, il ne peut pas être dans les instances décisionnaires. Et il ne peut s'en plaindre qu'à lui. Nul ne devrait se prévaloir de sa propre turpitude. Bon, c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet. Je suis dans le rapport. Je suis encore dans le rapport. Et je dis, on ne peut pas expliquer, il n'y a aucune explication possible pour un rapport qui était attendu au bureau de l'Assemblée nationale et qui, 24 heures après, on vous dit que le rapport n'est plus là et on ne vous donne aucune autre explication. Donc moi, je crois qu'il faudrait que ce rapport vienne, quel que soit ce qu'on peut en attendre. Alors, Camille, est-ce que vous comprenez le report de la présentation solennelle de ce rapport? Je rappelle qu'il devait être présenté solennellement par la Chambre des comptes lors d'une séance plénière vendredi à l'Assemblée nationale. Et bien l'Assemblée, à quelques heures de l'ouverture de cette session-là, rapporté ce point inscrit initialement à l'ordre du jour. Vous direz également, comme M. Nyamding, qu'il ne fallait pas mettre à mal les membres du gouvernement impliqués dans ce scandale. Je ne sais pas quel titre le professeur M. Nyamding a fait une déclaration aussi tonitruante dans une émission de très grande audition. Parce qu'il a parlé comme s'il était dans le secret des dieux, comme s'il savait de quoi il était question. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce rapport que tout le monde attend. Personne n'a oublié le remugle que ce rapport a fait dans les réseaux sociaux et dans les médias de Cameroun et bien entendu dans toutes les sphères de la société camerounaise après la publication dans les réseaux sociaux de ce rapport partiel. Et bien évidemment, à travers cette publication, on avait tout fait d'inculper et de condamner un certain nombre de ministres et de leur attribuer toutes sortes de responsabilités et toutes sortes de tripotages. Mais il s'est avéré que par la suite, on a révélé que ce rapport publié n'était pas le rapport définitif. Le rapport définitif était encore en confection et qu'il allait bientôt être produit à l'Assemblée nationale. Et en début de semaine dernière, les bruits couraient que ce rapport allait être présenté en fin de semaine. Vendredi, on a entendu... Le bruit, c'est à l'heure du jour de l'Assemblée, de la plénière de vendredi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est d'abord les bruits qui ont commencé à courir, et puis ensuite, il s'est dit, de façon plus ou moins officieuse, que ce rapport allait être publié en fin de semaine. Donc certains ont attendu vendredi. Vendredi, on ne l'a pas vu. Bon, qu'il n'ait pas été produit, je pense. Je ne pense pas, comme l'a dit le professeur Messanga Nyamding, que oui, en le publiant le vendredi, ça allait susciter ceci, ça allait susciter cela, ça allait provoquer cela. Non, moi je pense que au moment où cette affaire a éclaté et au moment où le président de la République a demandé qu'il y ait la clarté dans cette affaire, en disant que des personnes impliquées là-dedans devaient être poursuivies et sanctionnées comme il le fallait, on s'attendait à ce que ce rapport-là soit terminé et qu'on le dise. Bon. On ne l'a pas lu. Pourquoi? Moi, je suis plutôt, je pense plutôt du côté de ceux qui pensent, plus prosaïquement et plus froidement, que c'est certainement, compte tenu de la profondeur de l'implication de certains ministres, il était nécessaire qu'on les démette d'abord de leurs fonctions et ensuite qu'on les poursuive. Moi, je pense que dans cette logique-là, un remaniement gouvernemental serait très très imminent et je pense que ce serait beaucoup plus normal et beaucoup plus républicain parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit un ministre en fonction
qu'on traîne devant le tribunal, qu'on l'envoie au tribunal pendant qu'il est en fonction. Donc, toute la gesticulation médiatique qui est en train d'être faite sur la non-présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale le vendredi, moi je pense qu'il faudrait attendre un peu. À l'Assemblée nationale, on n'a pas dit pourquoi il n'a pas été présenté. On attend. Les séances plénières continuent. Et compte tenu de cette pression qui vient du bas et qui vient surtout de ceux qui recherchent absolument la vérité et qui recherchent absolument que l'on détermine les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'il y a des gens qui, de façon formelle et de façon évidente, sont responsables soit de détournement, soit de complaisance, soit de faute de gestion dans la manipulation de cette norme. Donc moi je pense donc que quand on parle de discorde aujourd'hui, la discorde, moi je pense qu'elle se situe plutôt entre ceux qui attendent rapidement ce rapport et ceux qui disent que on ne sait pas encore pourquoi il ne sort pas. Moi je pense que c'est à ce niveau-là. Je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain qui a peut-être une explication que personne ne veut donner immédiatement. Alors, deux questions, Casimir. Est-ce que Camille a raison de parler de gesticulation de la presse? C'est pas du devoir de la presse de se saisir d'un sujet aussi important? Non, la presse est entièrement dans son rôle de donner des informations quand elle en a. Et quand elle n'en a pas, la presse également est dans son rôle de dire que nous attendions telle information, nous ne l'avons pas eue. Donc, moi, je ne pense pas qu'il s'agit de la gesticulation de la presse, il s'agit plutôt de compétences et de rendre compte de ce qui se passe. Et là, je crois que la presse est entièrement dans son rôle. Il n'y a pas de gesticulation dans la presse. Alors, heureusement. Ce rapport, cette enquête a été instruite, a-t-on dit, par l'exécutif. Comment comprendre qu'on dise que c'est l'exécutif qui a instruit qu'il ne soit pas présenté devant la représentation? Mais rappelons que même si c'est l'exécutif qui a instruit le rapport, l'exécutif n'a fait que observer des instructions qui viennent de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui sont les institutions qui ont prêté 180 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Posez-vous la question de savoir pourquoi, lors des chantiers de la CAN, avec tout ce coup, tous les vastes détournements de fonds qu'on a eu jusqu'ici, on n'a pas eu de rapport, on n'a pas eu de commission d'enquête et rien d'autre. Pourquoi c'est seulement au rapport Covid-Gate qu'on aurait ce chamboulement? Je crois que dans tous les cas, il faudrait que les Camerounais commencent à s'habituer à l'obligation de comptes rendus. Lorsqu'on a géré les fonds publics, on dit bien fonds publics, il s'agit de la chose publique. On appelle cela res publica. Alors, on a le droit, ce n'est pas votre chose, ce n'est pas pour le ministre X ou Y, c'est pour tout le monde. Et on a l'obligation de rendre compte. Il faudrait que ça rentre déjà dans les mentalités camerounaises, le fait de rendre compte. Encore que, ici, il ne s'agit que des 180 milliards de francs CFA que les institutions internationales ont prêté au Cameroun. Et encore le fonds Covid-Gate que les sociétés ont donné. Il y a le riz Orca qui jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est devenu. Il y a plusieurs sociétés qui ont donné de l'argent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et il y a le don d'1 milliard de francs de chefs d'État. 2 milliardaires chinois. Voilà, et ainsi de suite. Donc jusqu'ici, personne n'en parle. Il faudrait qu'on ne s'attarde pas seulement sur le rapport des 180 milliards, mais qu'on étende sur tout ce qui comporte Covid-Gate. Oui, mais de là, pendant qu'on est en train de parler de ce rapport, il se trouve que dans les réseaux sociaux aujourd'hui circule déjà ce rapport de 27 pages, qui est consultable, qui est en consultation libre depuis hier soir. Voilà. Et bon, on va se dire que est-ce que ce sont encore des fuites ou bien encore ce sont encore des rapports d'étape. Mais en lisant ce rapport, on réalise effectivement qu'il y a des éléments à charge particulièrement compromettants, notamment par exemple à l'endroit du ministre de la Santé qui, selon ce rapport, la recherche scientifique a accordé un marché faramineux à un opérateur économique, le fameux médical. Ou alors on parle encore de Medline médical, on parle encore de cette autre affaire absolument acrobatique de la production et de la fabrication de la chloroquine ici au Cameroun. Ce sont des éléments qui sont tellement compromettants qu'on les lit déjà, on sait déjà ce que ça va donner, mais maintenant on attend de savoir ce que ça va donner. Mais toujours est-il que la certitude presque absolue qu'il y a, c'est qu'il y a des ministres qui vont se retrouver non seulement devant là-bas et certainement en prison. Alors, on va évoluer, chers messieurs, sur toute autre chose à présent. Les questions d'eau et d'électricité au menu d'une session spéciale hier à l'Assemblée nationale.
Les journaux en parlent ce matin. D'abord, Mutation Fongo qui parle de l'eau et de l'électricité, la douche parlementaire. Titre Mutation, acculé par les députés sur l'insuffisance de l'offre dans ces secteurs, le ministre de l'eau et de l'énergie suggère la restructuration de Cambodia et explique que le gouvernement aura besoin d'investissements supplémentaires à hauteur de 6 000 milliards de francs CFA pour résorber le déficit énergétique. Casimir, ce déficit énergétique, il est important, non seulement pour l'énergie, mais également pour l'eau. Les principales villes du Cameroun, d'après ce qu'on lit ce matin dans la Mutation, ce sont des déficits de 300 environ mètres cubes d'eau par jour. Est-ce que le principal problème, c'est le nerf de la guerre? C'est l'argent qui manque pour améliorer l'offre en eau et en énergie électrique dans les métropoles du Cameroun? Il n'y a pas que l'argent qui manque. Il y a également les infrastructures. Parce que quand bien même vous aurez eu de l'argent, je me demande bien où est-ce qu'on prendra les poteaux en bois, surtout, puisque c'est dans les poteaux en bois qu'on fait au Cameroun pour l'électricité. Parce que le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essomba, qui a été cuisiné pendant 6 heures de temps par des députés, a bien démontré qu'il y a des problèmes sérieux au niveau des poteaux électriques. Il démontre que ces poteaux électriques viennent pour la grande majorité dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et depuis pratiquement 5 ans que la guerre sévit de ce côté-là, il est pratiquement impossible d'accéder dans les champs d'eucalyptus. Et vous vous souvenez que ces poteaux en bois, c'était une invention en son temps de l'actuel président du Sénat, qui était DG ad vitam aeternam pratiquement de la Sonel. Et c'est lui, c'était une fortune personnelle et c'est lui qui détenait la majorité des champs d'eucalyptus au Cameroun. Maintenant, il n'est plus là. Maintenant, il y a des problèmes du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et on annonce également que même du côté de l'extrême nord, il y a pratiquement une 60aine de kilomètres des villages entiers où les agents des néo n'ont plus accès parce que Boko Haram y sévit et autres. Et on se retrouve avec plus de 40 poteaux en bois qui sont complètement défectueux. On nous dit également qu'il y a 54 transformateurs qui sont défectueux au nord-ouest et 90 transformateurs qui sont défectueux dans le sud-ouest, alors même que les agents des néo ne peuvent absolument rien. Donc, vous voyez tout simplement pour dire qu'il n'y a pas seulement un problème d'argent. Il y a également des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes de sécurité. Et vous convenez avec moi que tant que l'électricité ou l'eau ne peut pas être à la portée de tout le monde, on ne peut pas parler du Cameroun émergent. On ne peut pas espérer avoir un Cameroun émergent en 2035. D'ailleurs, le ministre Gaston Elundo Essomba nous a dit qu'il faut environ 6 000 milliards de francs CFA d'investissement. Et là, ça nous rappelle le fameux slogan de santé pour tous en l'an 2000. Vous allez voir qu'en l'an 2035, on parlera toujours d'émergence qui n'arrivera pas. Alors, Camille Niélé, cette crise, on va dire conjoncturelle, sociopolitique, le nord-ouest et le sud-ouest, début en 2016, Boko Haram en 2014, est-ce qu'avant ces deux crises-là, le Cameroun était mieux nanti en termes de desserte en eau potable et en électricité? C'est une raison suffisante, solide pour expliquer la situation actuelle du Cameroun, cette crise aiguë en eau et en électricité? Il faut d'abord remonter très loin en amont, avant la création de Eneo, avec la création de la Sonatrel, Sonatrel et tout le reste. Vous savez, l'électricité était distribuée d'une certaine manière au Cameroun et on n'avait pas tellement de problèmes. À partir du moment où on est passé de la Sonel à la... comment s'appelle ce groupe américain? Eneo. AES. Sonel, oui, à l'époque. C'est là qu'on a commencé à connaître des problèmes. On a commencé à connaître des problèmes qui sont là aujourd'hui. Casimir Désiré Tagne parle aujourd'hui de ces poteaux électriques qui sont là pour transporter. Je rappelle que le ministre a dit hier que ces poteaux-là, qui sont vétustes pour la plupart, vont être remplacés par il faut au moins 50 ans pour remplacer. Il faut au moins 55 000 poteaux en béton par an pour remplacer les poteaux et les poteaux en bois qui sont vétustes. Mais lui-même, il est là depuis combien de temps?
pour réaliser que pour avancer aujourd'hui, on va remplacer ce poteau. Quand on sait que la vie même d'un poteau en bois est de 6 mois à 1 an. Alors quand on regarde un poteau en bois qui rapidement se détériore à la base et qui tombe tous les jours, pourquoi est-ce que continuer, s'obstiner à produire des poteaux électriques alors qu'il y a la solution des poteaux en béton qui sont encore là. Vous n'avez qu'à descendre ici en bas, prenez la rue Equinox. On l'appelle encore la rue du docteur Jamon. Vous allez trouver qu'il y a des poteaux qui datent de 1960 qui sont encore là, des poteaux en béton. Mais malheureusement, quelqu'un nous a fait croire que c'est des poteaux en bois qui nous ramènent tout simplement à l'âge de la pierre taillée, qui était le mieux pour transporter l'électricité. Malheureusement, que ce ministre se dit aujourd'hui qu'il va falloir, on est en train de vouloir changer ces poteaux en bois et les remplacer par des poteaux en béton. On a l'impression qu'on se demande bien de qui on se moque dans cette affaire-là, que ce soit à ce niveau, que ce soit même au niveau de la distribution de l'eau. Toutes ces sociétés qui sont chargées aujourd'hui et de la distribution de l'eau et de la distribution de l'électricité, et à la tête de l'une de celles-ci, surtout même un Français, comme s'il n'y avait plus de compétences au Cameroun ici. On se demande bien quel est leur cahier de charge, quelle est leur ambition et surtout leur programme au moment où ils prennent fonction et qu'ils regardent, parce qu'il est question de regarder d'abord la masse des consommateurs, les attentes des consommateurs et maintenant ce qu'il faut faire. Mais tout est fait au jour le jour, comme si chacun vient là passer son temps, attend le jour où on va nommer quelqu'un d'autre. Or, c'est les Camerounais qui souffrent, c'est l'État du Cameroun lui-même qui souffre. Et il souffre à tous les niveaux. Moi, je pense que le ministre viennent faire des démonstrations, viennent produire des effets de manche devant les députés. J'ai l'impression qu'il n'a rien prouvé du tout. Il a plutôt démontré qu'il ne fait rien du tout et que les véritables problèmes demeurent. Et ce problème demeure depuis qu'il est là, avant qu'il ne soit là et depuis qu'il est là et certainement après son départ. Bon, il demande un investissement de 6 000 milliards pour booster les investissements dans ce secteur. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a toujours ce paradoxe, Casimir, lorsqu'on parle de la crise de l'eau et de l'énergie au Cameroun, le paradoxe du potentiel important qu'on a, deuxième bassin hydraulique après la RDC, le Cameroun a la plupart de ces départements qui sont des noms des coups d'eau, et la Sanaga maritime, le Vouri, l'Oignon sont des coups d'eau, et on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ouais, il faut même ajouter à cela que le Cameroun a construit les plus beaux et les plus grands barrages hydroélectriques. On vous a parlé de Lampanga, on vous a parlé de Naxigal, de Mekim et tous ces multiples barrages, Memvele et autres. Et jusque-là, on n'arrive pas toujours à satisfaire la demande. Qui n'arrive pas à démarrer. Qui n'arrive même pas à démarrer. Et je crois qu'on avait suffisamment expliqué ici pourquoi. Parce qu'on a on est allé importer des techniques, des technologies qui existent ailleurs pour amener ici sans se rendre compte si cela pourra fonctionner. Donc, il y aura toujours ce problème. Et je crois que de plus en plus, on parle de la décentralisation. Il va falloir justement que les mairies s'octroient ces problèmes d'eau et d'électricité. Et vous savez qu'il y a des secteurs qu'on ne privatise pas. On n'aurait jamais dû privatiser la SONEL. Parce que la SONEL, c'est quand même un service de base. La SONEL fait un service de base qui est devenu aujourd'hui Eneo et qui ne cherche qu'à rentabiliser. Camille les parlait de AES SONEL aujourd'hui. Vous ne savez pas combien de milliards de francs CFA AES SONEL renvoyait chaque mois aux États-Unis. Vous ne savez pas aujourd'hui combien de milliards de francs CFA Eneo renvoie en Angleterre. Donc, il y a des secteurs qu'on ne devrait pas privatiser parce que c'est des secteurs d'utilité publique. Donc, je crois et je conclus en disant qu'il faudrait que dans la décentralisation, que les mairies, nous rappelons, nous avions eu des bornes fontaines. À notre temps, quand nous étions tout petits, nous allions dans les bornes fontaines où on rencontrait X ou Y, on bagarrait entre nous. L'eau était gratuite. L'eau était gratuite à l'époque. Qu'est-ce qu'on en a fait? Une époque lointaine. C'est une époque lointaine, mais c'était une époque nécessaire. Je crois qu'il va falloir qu'on revienne à cela. Et après, on va vous dire que le choléra est là. Tout de même pas. Oui, pourquoi pas? On peut créer des bornes fontaines. Aujourd'hui, vous avez vu que à côté, au lieu des bornes fontaines, des mairies ont commencé à créer des forages, mais des forages qui fonctionnent 2 jours et tombent en panne pour l'éternité. Alors, on va parler, chers messieurs, de la vaccination contre le Covid-19. C'est à la une
de Cameroun Tribune ce matin. Pourquoi il ne faut pas hésiter, indique le journal ce matin. Environ 100 000 personnes seulement ont déjà reçu au moins une dose de vaccin au Cameroun. Un chiffre très faible qui appelle une prise de conscience individuelle, mais aussi une communication plus forte et plus efficace des pouvoirs publics et des partenaires face au ravage de la propagande anti-vaccin. Objectif est comprendre à la population que le vaccin anti-Covid-19 est avant tout une belle opportunité dans la riposte Covid-19. Camille, pourquoi le vaccin fait peur aux Camerounais? Le vaccin fait peur. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une campagne pessimiste de ce vaccin qui circule dans les réseaux sociaux, et on peut toujours se dire que... Et d'ailleurs, quand on réalise que cette campagne est menée par des scientifiques dont parmi lesquels des scientifiques de renom et même des prix Nobel, ça ne peut plonger les Camerounais que dans le scepticisme. Et maintenant, quand on regarde la vérité, à savoir le faible taux de létalité de la Covid, parce que quand on regarde le nombre de personnes qui l'attrapent, le nombre de personnes qui en guérissent et le nombre de personnes qui en meurent, on verra que la Covid est tue beaucoup moins que le paludisme ou l'Ebola ou les accidents de la circulation. Non, en fait, aujourd'hui, les Camerounais sont sceptiques parce qu'ils se demandent bien qu'est-ce qui se cache derrière cette vaccination que l'on veut rendre obligatoire. Mais il est bien stipulé que la vaccination n'est pas obligatoire. Mais tout est fait jusqu'à Cameroun Tribune ce matin, qui est en train de de dire aux Camerounais pourquoi il est important de se vacciner. Se vacciner, oui, mais seulement il y a des personnes qui n'ont jamais attrapé la grippe. Moi, je peux donner par exemple mon propre exemple. Moi-même, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu la grippe. Je peux vous le dire. Je n'ai jamais eu le palu. Ça veut dire que j'ai un système immunitaire assez particulier. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Mais le problème au Cameroun aujourd'hui, ce problème se pose dans beaucoup de pays où on se demande bien, on est en train de faire le distinguo entre la protection des populations contre un virus qui est né il y a quelque temps, et maintenant l'implication financière de certaines de ces sociétés qui fabriquent ces virus. Donc les Camerounais sont dans un scepticisme qui fait que le message de la vaccination a de la peine à passer. Mais il y a quand même des gens qui se font vacciner tous les jours. Alors, Kazmi, j'espère ne pas vous poser une colle. Êtes-vous vacciné, cher monsieur? Je peux vous dire que je ne suis pas prêt à le faire. Parce que le poisson pourri... Non, il faut dire la vérité. Je suis du commun des mortels. Je suis comme tous les autres Camerounais. Parce que le poisson pourrit par la tête. Est-ce qu'on nous a déjà montré tous les membres du gouvernement qui ont été vaccinés? Pourquoi est-ce que certains, je dis bien tous les membres du gouvernement devraient se faire vacciner? Les députés devraient se faire vacciner. Les maires devraient se faire vacciner. Toute la présidence de la République, la primature et tout le personnel au gradé devrait se faire vacciner pour prêcher par l'exemple. Le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, devrait commencer par se faire vacciner pour prêcher par l'exemple. Il y a cette peur qui est là, au milieu des populations, et je fais partie de ces populations-là. Je vous ai dit, le poisson pourrit par la tête. Mais la vaccination, elle est volontaire. La vaccination est volontaire. Absolument. Et aujourd'hui, on vient de vous dire qu'on veut absolument, Non, on explique pourquoi vous devez vous... Je salue même au passage le gouverneur du centre, Nasseri Paul Biya, qui se donne quelques jours, quelques semaines pour vacciner la quasi-totalité des services publics du Fundi et autres du centre. J'espère qu'il a suffisamment de coups de France pour aller jusqu'au bout. Mais la peur vient déjà du fait qu'on ne sait même pas quel est le vaccin qu'il va falloir prendre. AstraZeneca, il y en a plusieurs même. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et autres. Il y en a tellement. Et alors, le gouvernement n'arrive même pas lui-même à prendre position, à choisir un vaccin. On nous dit qu'à ce jour, depuis qu'on a commencé à vacciner, on a déjà vacciné 100 000 personnes. À peu près. 100 000 personnes pour une population de 25 millions de Camerounais. Je me demande bien, qu'est-ce que représente? Et puis, ces 100 000 personnes, c'est ceux qui ont pris au moins une dose. Ça veut dire que pour ceux qui ont pris 2 doses, puisqu'il faut 2 doses, on vous dit que lorsque vous prenez une première dose, 15 jours après, il faut prendre une seconde dose. Je suis sûr qu'on ne peut pas atteindre 30% de ces 100 000 personnes. Donc, il faudrait que le gouvernement prêche par l'exemple, que tous les membres du gouvernement soient vaccinés, que les membres du Sénat et les députés se font vacciner, la présidence de la République, les maires, les adjoints aux maires et autres
cela pourra booster le vaccin et donner l'impression que le vaccin est peut-être une nécessité. Mais de toutes les manières, vous savez, on nous passe tous les jours. Camille, tous il les faut jours, commencer par vacciner les membres du gouvernement, les autorités, tout le monde. Mais de toute façon, le président de la République lui-même passe. Il y a un message du chef de l'État qui passe tous les jours. Mais vous n'avez jamais vu même le président de la République arborer ne serait-ce qu'un masque. Non, le problème c'est qu'il faut bien qu'on sache que c'est lui. Ça ne veut pas dire que ça c'est pour les besoins de la photo. Donc quand le président français lui arbore le masque, on ne sait pas que c'est Macron. Mais quand on l'a giflé, il n'avait pas le masque. Donc je suis en train de dire que en fait le président de la République demande aux Camerounais de respecter les mesures barrières, de se laver les mains, de faire ci, de faire ça. Il n'a pas dit vaccinez-vous. Moi je pense qu'il y a ces mesures barrières qui sont un élément important justement pour arrêter la propagation de ce virus. Et ce virus-là, comme vous l'avez dit, il est volontaire. Bon, maintenant, quitte à chacun de se dire que je peux me faire vacciner, mais seulement les personnes, par exemple, qui sont porteurs de comorbidité sont très très mal placées pour se faire vacciner. Donc, le problème les hypertendus, voilà, les hypertendus, les cardiaques et tout ça. Donc, aujourd'hui, le problème de cette vaccination est toujours là. Les Camerounais sont sceptiques, mais il y en a qui y vont. Et un message est en train de passer pour amener les gens à se faire vacciner. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, chers messieurs, d'être venus décrypter avec nous les principaux titres de la presse locale de ce mardi. On vous retrouve demain, mercredi, pour la 3e édition de la semaine. Restez sur notre antenne dans un instant. 10-12 le Zénith. Excellente journée à tous.